D'un côté, on a la théorie de l'évolution. On nous explique que la nature optimise chaque animal pour sa niche écologique. Et pourtant, on se retrouve avec des créatures bizarres, comme l'ornithorynque ou ce lézard qui a un parapluie autour du cou. De l'autre côté, on a le capitalisme. En théorie, les marchés s'équilibrent pour vous apporter le maximum de valeur pour le prix minimum. Mais parfois, là aussi, on se retrouve avec des résultats contre-intuitifs. Par exemple, le guide gastronomique le plus prestigieux au monde est possédé par un fabricant de pneus. Donc le guide Michelin, c'est un peu l'ornithorynque du capitalisme. Je vous parle pas de l'étoile. L'étoile, c'est le Graal, quoi. Ce monsieur parle bien d'une étoile décernée par une marque de pneus, mais il n'a pas tort. Une étoile, c'est bien le Graal pour les restaurateurs. C'est une consécration officielle que vous êtes arrivé au sommet de votre art. Plus pragmatiquement, ça vous permet d'augmenter vos prix et d'attirer jusqu'à 30% de clients supplémentaires, ce qui peut apporter jusqu'à 80% d'augmentation de chiffre d'affaires sur les 3 années qui suivent. Donc quand le guide sort sa nouvelle édition, les chefs attendent le verdict comme un accusé au tribunal, tant le Michelin est un symbole de reconnaissance et d'influence. Comme si le guide avait le pouvoir de vie ou de mort sur les chefs et leurs restaurants. Des drames, comme les suicides des chefs étoilés Benoît Viollier et Bernard Loiseau, ont renforcé cette image de pression liée aux étoiles, même si le Michelin n'a jamais été directement incriminé. En 2019, l'ancien 3 étoilé Marc Vera a porté plainte contre le Michelin après la perte de sa 3e étoile. Il a déclaré avoir pensé mettre fin à ses jours suite à une dépression. Marc Vera a perdu son procès contre le guide Michelin. Mais malgré cette position de prestige quasi monopolistique, le guide est en perte de vitesse et ses ventes sont ensuite libres. Pardonnez-moi, vous me dites que le guide se casse la gueule ? À la grande époque des années 80, le guide Michelin pouvait se vendre jusqu'à 600 000 exemplaires par an. En 2007, il se vendait encore à 150 000 exemplaires, mais en 2019, ce chiffre était descendu à 44 000 exemplaires. Donc évidemment, pas besoin d'être spécialiste de l'analyse marketing pour comprendre pourquoi. Comme pour toutes les autres formes d'édition papier, la concurrence du web et des applications mobiles est rude. Mais ce n'est pas tout. À la baisse des ventes s'ajoutent les critiques des restaurateurs, de la presse et même d'anciens inspecteurs qui accusent le guide d'avoir perdu sa raison d'être. Il y a des établissements où on n'a pas mangé depuis 10 ans, parce qu'il n'y avait pas lieu d'y manger particulièrement. Alors bon, je me suis moqué des ornithorynques tout à l'heure, mais je suis sûr qu'à un moment donné, la nature avait une excellente raison de croiser un canard avec un castor. Et de la même manière, à un moment donné, c'était une idée géniale pour une marque de pneus de lancer un guide gastronomique. On a tendance à penser que le capitalisme est une machine froide qui optimise sans pitié, et c'est vrai. Mais il y a aussi parfois des accidents du sort, même une étrange poésie dans le fonctionnement des marchés qui crée des résultats inattendus. Le problème, c'est que 100 ans plus tard, il faut trouver quoi faire avec cet ornithorynque qui vous reste sur les bras et qui vous coûte des millions chaque année. Je vous ai promis une logique dans la création de cet ornithorynque et la voici. Les frères André et Édouard Michelin étaient des génies du caoutchouc, mais aussi des magiciens du marketing. Pour vous donner une idée des personnages, leur première innovation était de faciliter la réparation des pneus de vélo. La marque écossaise Dunlop avait popularisé l'utilisation des premières chambres à air pour les vélos. C'était une révolution au 19e siècle, mais il fallait mieux éviter de crever. La réparation représentait 3 heures de travail et 1 nuit de séchage. Mais ça, c'était avant que les frères Michelin s'en mêlent. L'histoire dit qu'en 1891, les frères Michelin rencontrent un cycliste britannique équipé d'un pneu crevé Dunlop. En étudiant le procédé de la chambre à air, Édouard Michelin a l'idée de mettre au point un pneumatique facilement réparable. Du coup, Michelin dépose ses premiers brevets et sort ses pneus pour vélo réparables en seulement 15 minutes. Dans la foulée, il récolte un gros coup de pub quand un cycliste équipé de leurs nouveaux pneus gagne la course Paris-Brest. Les frères Michelin sont au taquet et distribuent des brochures aux spectateurs à l'arrivée de la course pour promouvoir leurs pneus. Puis ils décident de surenchérir sur la même stratégie en créant leur propre course, la Michelin Internationale Paris-Clermont. Pour y participer, il faut être un cycliste amateur et rouler avec des pneus Michelin. Mais le représentant exclusif en France du concurrent Dunlop décide d'ajouter son grain de sel. Il inscrit à la course 2 coureurs cyclistes de haut niveau qui allaient utiliser des pneus concurrents. De leur côté, les Michelin sont sûrs d'avoir le meilleur produit et ils veulent le prouver. Leur stratégie est simple, mais il fallait quand même oser. Ils répandent 7 kg de clous sur une portion de la course. L'idée est que tous les participants allaient crever et devoir changer rapidement leurs pneus, ce qui allait prouver la proposition de valeur Michelin, qui était la réparation rapide en cas de crevaison. La course finit dans un cafouillage complet, puisqu'un des 2 coureurs clandestins arrive techniquement en premier, mais Michelin le disqualifie en affirmant qu'il a triché, qu'il est parti plus tôt, qu'il ne s'est pas arrêté au point de contrôle et qu'il a changé plusieurs fois de vélo quand il crevait au lieu de réparer ses pneus. La source d'un article à mourir de rire tant il ne fait même pas semblant d'être impartial dans un journal local, le Petit Clermontois. Le plus fort, c'est que dans ce même article, les Michelin se vantent officiellement d'avoir répandu des clous sur le parcours pour démontrer la supériorité de leurs produits. Ils annoncent que malgré ça, et pour la première fois dans une course de ce type,
une énorme proportion de coureurs, c'est-à-dire 61 sur 76, a terminé la course grâce à ce fameux système de pneumatiques démontables. Donc on est sur deux gars qui ont perfectionné le marketing sauvage une centaine d'années avant qu'on invente les stickers à coller dans les toilettes des bars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et on en arrive au guide. En 1900, il y a moins de 3000 voitures immatriculées en France, alors qu'il y a déjà presque 1 million de vélos. Donc le marché du pneu, ça concerne encore surtout les vélos. Mais les deux frères anticipent un marché titanesque à venir sur l'automobile, et donc à l'occasion de l'exposition universelle en France en 1900, ils éditent un guide avant-gardiste à destination des automobilistes. C'est le premier guide rouge Michelin. Le premier guide est un support pratique et publicitaire. Il contient d'informations sur les automobiles, comment changer un pneu ou faire son plein d'essence, comment entretenir le véhicule, des adresses de garagistes ou de médecins, des cartes routières, ainsi que des pubs. Bref, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing de contenu, et une nouvelle fois, ils ont environ 100 ans d'avance. Par contre, il n'y a pas de restaurant dans cette première version. L'idée est simplement d'éduquer les automobilistes. Plus il y a de gens qui achètent des voitures, plus ils vendent de pneus, et plus ils roulent souvent avec ces voitures, plus ils vendent de pneus. Et donc ils distribuent ce guide gratuitement pendant 20 ans, jusqu'à ce que André Michelin constate qu'un distributeur de ses pneus se servait d'un guide pour caler un meuble. Il aurait alors déclaré « L'homme ne respecte vraiment que ce qu'il paye », ce qui est à mon avis un sage dicton. Du coup, le guide devient payant en 1920, supprime la publicité et inclut des adresses d'hôtels et de restaurants. Ça correspond au public cible parce que les premiers automobilistes sont des gens aisés pour qui la voiture est autant une forme de loisir qu'un moyen de déplacement. 6 ans plus tard, ils créent le concept de l'étoile Michelin pour signaler les restaurateurs de qualité, à laquelle ils ajoutent en 1931 une deuxième et troisième étoile. Donc les restaurants bénéficient d'un traitement de plus en plus particulier, mais pour décerner les étoiles, il faut bien tester ces restaurants. En 1933, le métier d'inspecteur Michelin voit le jour. Des gens sont payés par le groupe Michelin pour parcourir la France anonymement et déguster les plats des meilleurs restaurants. Donc maintenant, Michelin invente le concept d'influenceur voyage avec 70 ans d'avance, sauf que les inspecteurs sont anonymes. Ce point est devenu central par la suite dans la construction de l'image du guide Michelin, parce que les inspecteurs sont quasiment des James Bond, le permis de tuer en main. Ce sont de fins gourmets qui parcourent secrètement le pays et passent leur temps dans des restaurants de luxe. Ils payent leurs repas pour conserver l'anonymité et la neutralité et rendre les recommandations du guide les plus impartiales possibles. Le mythe va être cimenté en 1976 avec la sortie du film L'aile ou la cuisse où Louis de Funès interprète Charles Duchemin, le directeur d'un grand guide gastronomique qui est prêt à tout pour passer incognito. Heureusement que vous l'avez reconnu. Oh, mais moi, le Duchemin, je les repère à 100 mètres. Ils peuvent plus m'avoir. Ce film renforce le guide dans son image de défense de la cuisine française traditionnelle contre la nourriture industrielle. En plus, il cartonne au box-office et devient le film français le plus vu de l'année en 1976 avec 5 millions d'entrées. D'ailleurs, L'aile ou la cuisse a été rediffusé lors du premier confinement en mars 2020 et a pris la première place en termes d'audience avec plus de 4 millions de spectateurs, donc il continue à entretenir cette mythologie chez le public français. Et vous m'avez enlevé mes des étoiles. Vous vous souvenez maintenant? Et vous m'avez ruiné. Dans les années 80 qui suivent la sortie de ce film, le guide Michelin fera ses pics de vente à 600 000 exemplaires par an et atteindra même un record à 800 000 pour l'édition centenaire en 2000. Mais au cours des années 2000, les ventes vont diminuer progressivement pour tomber jusqu'à même pas 50 000 exemplaires par an aujourd'hui. Le guide Michelin a beau dominer son marché et être une marque de prestige, ça ne suffit pas à gagner de l'argent. La branche Michelin Travel Partners, qui gère le guide, n'a connu qu'un seul exercice positif sur les 10 dernières années, c'était en 2018 avec un bénéfice de 3,8 millions d'euros. Mais les 9 autres années, c'était plutôt entre 3 et 10 millions de pertes, allant jusqu'à 66 millions de pertes en 2020, qui était clairement pas une grande année pour l'industrie du voyage. Le guide Michelin n'est pas rentable. Mais d'un autre côté, ça n'a jamais vraiment été le but. La question qui tue est donc, est-ce que le guide vaut toujours le coup d'un point de vue marketing? Dans les années 20, le calcul était plus évident. L'automobile, c'était pratiquement un hobby de riches, et il fallait donner aux gens une raison de conduire pour user leurs pneus. Donc s'associer au summum de la gastronomie française apportait un certain cachet à la marque Michelin. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin qu'on leur donne une raison pour conduire, ils conduisent surtout pour aller au boulot, ou partir en vacances, ou aller faire les courses. Donc le lien entre les pneus et les excursions gastronomiques est devenu beaucoup moins évident. Et apparemment, la question se pose aussi en interne. Le journaliste Franck Pinera-Barouste, qui a lui-même été brièvement rédacteur du guide, pose le contexte dans un article. En 2010, le directeur général de Michelin, Jean-Dominique Sénard, a bouleversé la donne. Dans une réunion qui a marqué les esprits, il annonce la fin de la récré. Désormais, les cartes et les guides ne doivent plus perdre d'argent. D'outils marketing à forte valeur ajoutée, mais déficitaire, le guide doit créer sa propre petite entreprise rentable. Le titre de l'article, c'est « Le guide Michelin doit-il être rentable ?» Et la réponse du journaliste semble assez claire, c'est non. Il décrit les dérives qui ont suivi. Est venu le lancement du site restaurant.michelin.fr, qui permet de retrouver un restaurant étoilé et la pizzeria du coin côte à côte, ces dernières ayant payé son abonnement pour être référencées. Premier gloops de la profession,
qui crie au scandale et à la confusion des genres. Second temps, avec des partenaires qui viennent financer les événements du guide et présenter leurs produits à la soirée de lancement. Deuxième gloops des chefs, qui y voient une perte réelle d'indépendance de la sélection et une image détériorée de la marque. Dans cette recherche de rentabilité, Michelin a aussi acheté le site de réservation en ligne Bookatable en 2016 et a même commencé à accepter des paiements de pays qui voudraient voir des restaurants étoilés chez eux pour stimuler le tourisme. D'après Le Monde, 1 million de dollars par an pendant 5 ans ont été versés par Bangkok au Michelin. Le patron du guide s'en est défendu en disant que c'est pour aider à organiser et financer la promotion de l'événement, mais en termes d'image, c'est vrai que ça la fout pas très bien. Donc évidemment, pour les puristes de la cuisine française ou les journalistes spécialisés en gastronomie, tout ça est un blasphème. Mais rapide survol de la page Wikipédia de Jean-Dominique Sénard qui avait annoncé la fin de la récré dans la fameuse réunion, nous donne une idée du personnage. Il commence sa carrière en tant que contrôleur de gestion et responsable des opérations de gestion des risques financiers, puis il occupe différents postes de directeur financier. Après Michelin, il a d'ailleurs remplacé Carlos Ghosn à la présidence de Renault. Donc loin de moi l'idée de propager ces clichés honteux sur les contrôleurs de gestion, mais on peut imaginer qu'une carrière comme ça vous prépare à gérer les coûts et les investissements d'un géant industriel avec une main de fer. Or si vous vous retrouvez avec un ornithorynque sur les bras, ça peut être compliqué de savoir exactement quoi en faire. De temps en temps, vous allez vous retrouver dans des situations assez gênantes, où vous demandez à vos ingénieurs de baisser le coût de fabrication d'un pneu de 5 centimes, en expliquant que la concurrence mondiale est impitoyable et il faut d'une rigueur financière irréprochable. Mais en parallèle, vous flambez des millions chaque année pour que tes gars aillent s'empiffrer dans les meilleurs restaurants de France. Ça doit quand même être un sacré grand écart psychologique. Mais malgré ça, vous pouvez pas non plus vraiment vous débarrasser de cette branche à perte. Personne n'a envie d'entrer dans l'histoire de la gastronomie française comme le PDG qui a fermé le guide Michelin ou qui l'a vendu. De toute manière, le projet était probablement voué à l'échec parce que même les autres guides ne sont pas rentables. Gomio, un des principaux guides concurrents depuis les années 70, enchaîne aussi les pertes et a fini par être racheté par une famille russe qui dit être prête à y injecter des millions. Donc il semble clair que la poussée vers la rentabilité a non seulement peu de chances de fonctionner, mais en plus elle érode peu à peu la marque du guide. Parce que justement, le gros avantage compétitif du guide Michelin, c'est qu'il n'a pas besoin de gagner de l'argent. Vendre un guide n'est pas rentable, donc il vous faut des sponsors. Mais les seuls sponsors que vous pouvez trouver pour votre guide gastronomique sont ceux qui sont liés à la gastronomie, et donc on accuse votre guide de ne pas être indépendant. Il n'y a que l'ornithorynque Michelin qui échappe à ce piège impossible, justement parce que sa maison mère n'a absolument rien à voir avec la gastronomie. Et c'est cette indépendance de toute pression financière qui a grandement contribué au prestige du guide à l'origine. Ça a même été un de leurs slogans. Pour être inscrit au guide Michelin, pas de piston, pas de pot de vin. Aucun concurrent ne peut se vanter de cette pureté idéologique. Par exemple, le guide 50 Best, qui liste les 50 meilleurs restaurants au monde, est sponsorisé par San Pellegrino, les cuisines Miller et les cafés Lavazza, pour un total de 4,5 millions d'euros par an. L'Australie aurait aussi versé 800 000 $ pour accueillir la cérémonie, et le Mexique 5 millions de dollars pour que ces restaurants apparaissent dans le classement. Nicolas Châtaignier, le responsable du jury français, ne s'en cache pas. Oui, les ministères du tourisme sont devenus nos plus gros sponsors. Où est le problème? Que nous soyons sponsorisés, déontologiquement, ça ne me choque pas. Et puis pour ces pays, les 50 Best, c'est mieux qu'une campagne d'affichage pour développer l'industrie touristique. Sans surprise, les grands chefs n'ont pas exactement la même analyse. Par exemple, voici la réaction du chef étoilé Alain Ducasse quand tu lui demandes si son art n'est pas devenu un business. Une industrie même! Et je mets les pieds dans le plat en disant que les chefs ne sont pas les grands bénéficiaires de cet engouement, mais plutôt les faire-valoir des sponsors qui ont bien un intérêt à investir. Il aurait même menacé San Pellegrino, tant que vous continuez à les sponsoriser, on ne met plus vos bouteilles sur la table. Donc à moins de trouver un moyen de faire payer les lecteurs plus cher, ce qui semble compliqué à l'époque d'Internet, les seules sources de monétisation possibles sont des entreprises et des offices du tourisme qui veulent influencer vos décisions. D'ailleurs, on dirait que la nouvelle direction a fait la paix avec ce paradoxe, parce que depuis 2019, le groupe Michelin a un nouveau président qui a revendu le site de réservation. Au passage, ce nouveau PDG était précédemment directeur commercial, au contraire de son prédécesseur qui était directeur financier, et ça a peut-être contribué à un point de vue différent sur les vertus marketing du guide. Le restaurateur qui vous dit que ça n'a pas d'importance, vous mentirez. Malgré la concurrence, le prestige du guide est sans comparaison possible encore aujourd'hui. La réaction du chef Mauro Caigraco, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, à sa 3e étoile illustre bien ça. C'est impossible à décrire. Depuis 2018, je suis aussi classé 3e meilleur restaurant mondial au 50 Best et nominé au WRA. J'ai été élu chef de l'année par le Goemio en 2009, mais le Michelin reste l'aboutissement de toute une carrière. Même le créateur du guide Fooding disait au Monde: l'absence de reconnaissance pour notre travail est dure. Si un magazine décide de faire une page sur les restaurants parisiens Frenchy, il ne dira pas que Fooding l'a découvert et primé en 2010. Il dira qu'il a une étoile, reçue en 2019. C'est là où j'envie le Michelin. C'est comme si tous les autres guides, nominations et prises, c'était cool.
mais que la seule vraie reconnaissance pour un chef, ça reste les étoiles Michelin. Michelin, c'est l'image de la recherche de l'excellence, plus rigoureux, plus qualitatif. Du coup, ça colle bien avec l'image de produits chers et de qualité des pneus et des autres produits Michelin. Mais là où il pourrait clairement s'améliorer d'un point de vue marketing, c'est en créant un lien plus fort entre les pneus et le guide. Parce que regardez-moi cette citation qui est assez incroyable. Selon Tony Fouladpour, porte-parole de la branche voyage et loisirs de Michelin en Amérique du Nord, c'est commun de ne pas savoir que le guide est édité par la marque de pneus. Vous seriez surpris de voir combien de personnes ne savent pas, dit-il. Les gens nous disent tout le temps « je ne savais pas que c'était la même entreprise ». Je crois que si j'étais porte-parole Michelin, je trouverais ça assez problématique que le grand public n'associe pas le guide à la marque de pneus. Donc une fois que Michelin aura totalement abandonné l'idée de rendre le guide rentable et accepté qu'au final c'est une aubaine d'avoir un nom prestigieux dans le monde entier pour seulement quelques millions d'euros par an, voilà ce qu'il devrait faire. Numéro 1, renforcer le lien entre le guide et les pneus. Numéro 2, approfondir la mythologie du guide et de ses inspecteurs. Numéro 3, tirer parti des nouveaux médias. Alors voilà mon pitch. Sur Netflix, les documentaires sur les restaurants et la nourriture, ça cartonne. Alors vous faites un casting et vous trouvez un inspecteur Michelin de longue date, qui a un bon bagou, un bon vivant, un gars qui va représenter le bon gros français à l'international, un bonhomme à la Depardieu quoi. Maintenant vous trouvez une américaine entre 22 et 25 ans, idéalement une instagrammeuse ou une tiktokeuse qui poste beaucoup sur la nourriture. Pensez Anna Tawai à l'époque du Diable s'habille en Prada. Vous les mettez dans une voiture, ils vont faire un road trip à travers un pays pour tester les meilleurs restaurants. Le franchouillard va sortir de sa zone de confort en voyant du pays, et la jeune ingénue va apprendre les ficelles du métier auprès du vieux sage. Vous en faites une série documentaire de 6 épisodes et vous la vendez à Netflix. La première saison se déroule aux États-Unis où l'inspecteur sera choqué de découvrir qu'il ne mange pas que des Big Mac et la jeune femme sera fière de lui faire découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Puis vous allez dans un pays différent à chaque saison. Il y a tous les ingrédients. Le road trip nous ramène aux pneus, on construit la mythologie de ces inspecteurs gourmets qui sillonnent secrètement le pays, comme l'aile ou la cuisse l'a fait auprès du public français. On en met plein la vue aux spectateurs avec de la bonne bouffe et des bons restos. On joue sur la fierté nationale de chaque pays qu'on visite pour assurer un carton sur le Netflix local. Et on a une dynamique attachante entre deux personnages que tout oppose, comme dans tout bon buddy movie. Si vous suivez ma chaîne, peut-être que vous vendez des formations. Et si c'est votre cas, j'ai quelque chose de nouveau pour vous. Au cours des dernières années, j'ai expérimenté avec une nouvelle manière de vendre mes formations qui a radicalement transformé mes résultats. Pour vous donner une idée, entre 2017 et 2021, mon chiffre d'affaires par abonné email est passé de 4 à 27,2 € par an. Et récemment, pour la première fois, j'ai pris le temps de me poser et de synthétiser tout ce que j'avais appris dans un guide que j'ai appelé la méthode hybride. C'est une nouvelle manière de créer des offres de formation irrésistibles, même si vous avez une petite audience, et sans passer pour un vendeur de tapis. La méthode hybride est 100% gratuite. Vous allez recevoir 7 emails avec tous les détails à l'intérieur. Tout est là, je n'ai rien gardé en stock pour une formation payante. La seule chose que j'ai à vous proposer derrière est un essai gratuit de Schoolmaker, ma plateforme pour héberger vos formations haut de gamme. Cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous de moi ou le lien qui se trouve en haut de la description pour recevoir gratuitement la méthode hybride. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.